Si je vous dis Cléopâtre, tout de suite vous avez des images en tête. Un grand nez qui aurait pu changer la face du monde, selon l'ami Blaise Pascal, mais surtout des flèches de palais grandiloquents, de hiéroglyphes et surtout d'une reine d'Égypte qui, de figure historique, est devenue un mythe. Très représentée dans les arts, du cinéma à la peinture en passant par la littérature, reine, pharaon, mère, femme, légende, qui est vraiment Cléopâtre et comment se fait-il que son histoire perdure aussi fortement jusqu'à nous? Cléopâtre est née en Égypte au sein de la dynastie des Lagides. Ces pharaons grecs descendent du général d'Alexandre Ptolémée, fils de Lagos, d'où le nom des Lagides, sont au pouvoir depuis alors 300 ans. Si on sait qu'elle est fille de Ptolémée XII, on ne connaît cependant pas sa mère. Elle pourrait tout aussi bien être la fille de la reine légitime comme d'une concubine. Toujours est-il que la princesse se montre rapidement très intelligente. Elle parle plusieurs langues, comme le grec, la langue officielle des pharaons en ce temps-là, l'arabe, l'hébreu et l'éthiopien. Elle apprendra même l'égyptien, ce qui n'est pas courant à l'époque, car il s'agit de la langue du peuple. Comme cela se faisait à l'époque, elle épouse son frère, Ptolémée XIII, alors âgé de 10 ans, afin de garder la dynastie pure. Elle montera sur le trône en 51 avant Jésus-Christ, à 17 ans, sous le nom de Cléopâtre VII Philopator, c'est-à-dire qui aime son père. Son frère et elle ne s'entendent pas cependant. Le jeune Ptolémée est largement influencé par ses ministres qui tentent d'évincer la reine au fort caractère. Des tensions vont naître et des clans se former autour des partisans de l'un et de l'autre. Appuyé de temps à autre par Rome, qui règne sur le bassin méditerranéen et s'intéresse de près au territoire égyptien, plus ou moins indépendant alors. À l'époque, deux généraux se disputent le contrôle de la République romaine, Pompée et Jules César. La terrible bataille de Pharsale, en Thessalie, au début de l'été 49 avant Jésus-Christ, sera décisive. Bien qu'en sous-effectif, César est vainqueur et Pompée se réfugie en Égypte. Ptolémée XIII pense alors s'attirer les bonnes grâces du vainqueur et fait assassiner Pompée. Il offrira ainsi sa tête à Jules César lorsque celui-ci entre en Égypte. Loin de se réjouir, cependant, le général romain décide de se méfier de ce jeune roi impulsif. Il tente de le réconcilier avec sa sœur, Cléopâtre, qu'il juge plus modérée. Il organise ainsi une rencontre avec la reine, alors en exil. C'est d'ailleurs au cours de cette rencontre qu'aurait eu lieu l'un des épisodes les plus mythiques de cette histoire. Cléopâtre, qui a peur des représailles de César car elle soutenait Pompée durant la guerre civile, se serait approchée du général enroulé dans un tapis. Il est alors dit que lorsqu'on déroulait le tapis, César tomba immédiatement amoureux de l'audacieuse reine. Quelques péripéties politiques plus tard, Cléopâtre est réhabilitée sur le trône et Ptolémée s'enfuit avant de trouver la mort en se noyant par accident. Celle qui est désormais seule maître à bord suit César à Rome où elle séjournera pendant 2 ans. Elle ne rentrera en Égypte qu'après l'assassinat de César avec leur fils Césarion. En 41 avant Jésus-Christ, elle rencontre Marc-Antoine, selon la version la plus connue, sur un bateau couvert d'or et de soieries, au milieu desquels elle siège à l'image d'une déesse. Il s'ensuit alors une alliance de boudoir selon certains, un véritable amour passionnel selon d'autres, jusqu'à ce que de nouvelles tensions s'élèvent parmi les grands de Rome. Le général Octave souhaite prendre le contrôle de l'Empire. Il marquera le coup fatal lors de la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Marc-Antoine refuse alors de se rendre et se tue avec son glaive avant qu'Octave ne rentre dans Alexandrie. Cléopâtre, elle, fait ordonner qu'on lui amène un panier de dattes dans lequel se trouve un serpent venimeux. La dernière reine d'Égypte meurt et avec elle l'Égypte pharaonique. Le pays devient alors une province romaine. Cléopâtre, c'est donc un personnage mythique, tant pour ce qu'elle représente, la fin de l'Égypte des pharaons, que pour sa qualité de femme monarque et surtout sa forte personnalité. Une histoire tout aussi tragique que grandiose, c'est une toile parfaite pour tous les fantasmes. L'histoire en fera une figure politique de premier plan, l'art, lui, en fera une légende. À l'image de Louis XIV ou Élisabeth Ier, elle est de ces monarques que les siècles n'ont pas effacés, et notamment grâce aux artistes. Elle est même devenue si célèbre que son nom seul suffit à évoquer l'Antiquité égyptienne, ses pyramides, ses scribes et sarcophages. L'image de la reine a cependant subi quelques mutations au fil des siècles. D'abord dénigrée pour les besoins de la propagande d'Octave, devenu entre-temps l'empereur Auguste, le premier d'une longue lignée, elle devient petit à petit une sorte d'allégorie de la luxure et de la séduction. Une image de succube qui va la poursuivre jusqu'au Moyen-Âge, période sous forte influence chrétienne, au cours de laquelle elle sera parfois nommée la prostituée des rois d'Orient. Qui de mieux, en effet, pour incarner la dangerosité du péché de chair qu'une reine païenne ayant eu de nombreux amants connus. William Shakespeare en fera même une héroïne du désir et de l'excès dans Antoine et Cléopâtre, en 1607.
C'est à la fin du XVIIIe siècle, avec l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte, que l'Europe redécouvre une image plus nuancée de la reine. Par la suite, l'Occident va se prendre de passion pour l'Égypte et l'Orient en général. C'est le fameux orientalisme. Les salons de la bonne société se remplissent de tableaux, de statuettes et de meubles d'inspiration égyptienne, quand ce ne sont pas tout simplement de véritables antiquités customisées pour l'usage européen. Cléopâtre va alors se faire une place de choix dans l'iconographie de cette époque. Au XIXe siècle, l'égyptomanie est plus vivace que jamais en France. En plein mouvement romantique, elle retrouve son côté tragique et surtout devient l'archétype même de la femme fatale. C'est ainsi tout naturel que le balbutiant cinéma en fasse l'une de ses premières héroïnes. En 1889, Georges Méliès réalise le premier film autour de la reine d'Égypte. Il s'en suivra beaucoup d'autres. Lorsqu'on pense aux œuvres qui mettent en scène la dernière reine d'Égypte, on ne peut que citer le non moins légendaire film éponyme Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz. Sorti en 1963, il a bien failli ruiner la Fox qui le produit. Le film est en effet resté dans les annales du cinéma, comme synonyme de démesure, entre les retards, les problèmes de météo et autres péripéties. Le film aurait coûté au total environ 44 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 340 millions. Et quand on parle de démesure, on veut dire démesure. Par exemple, pas moins de 44 costumes ont été confectionnés pour Liz Taylor, qui incarne la reine, dont un à base de feuilles d'or, oui oui. Des excès qui, d'abord, associés à l'Égypte antique en général, caractérisent de plus en plus la reine elle-même. Une grandiloquence qui se retrouve dans l'entrée en scène de la reine dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. La comédie sortie en 2002 et réalisée par Alain Chabat met en scène cette fois Monica Bellucci et clown l'une des séquences iconiques du film de Mankiewicz. Quelqu'un demande à parler à César. On peut voir ainsi une nette évolution de son iconographie à partir des débuts de l'orientalisme. Dans la peinture et la littérature, la reine devient surtout plus dominante, plus hypnotique même. Le cinéma, lui, présente Cléopâtre comme une femme au fort caractère, et surtout la fait incarner par les plus belles femmes du monde. Franchement, Monica Bellucci et Liz Taylor quand même, pas trop dégueu pour un biopic. Cléopâtre, de son petit nom de règne Cléopâtre VII, est donc encore des millénaires après sa mort une figure de fantasme. Son succès ne se dément pas, comme le montre la polémique autour de la sortie de la série Cléopâtre, produite par Jada Pinkett Smith sur Netflix. De succube à amoureuse tragique, en passant par héroïne féministe, sa légende ne semble pas se tarir de visages et de facettes à explorer. Reine aimée de son peuple, Auguste voudra se défendre de son héritage et saper toute rébellion. La postérité en fera l'une des figures féminines les plus puissantes de son temps.